Bonjour à tous. L'invité politique de Plus d'Actu ce vendredi est un homme qui a décidé de tirer sa révérence en politique après les prochaines élections fédérales du mois de juin. Après 25 ans de carrière politique, il a travaillé au Sénat, de nombreuses années également à la Chambre. Il a fait un passage à l'échevinat de la ville de Bruxelles. Sa première vie, elle, était dans l'humanitaire avec Médecins sans frontières et Handicap International. Je vous propose de recevoir tout de suite Georges Dallemagne, député fédéral qui siège sur le banc des engagés. Voilà, alors dans quelques mois, vous allez tirer un trait sur cette longue vie politique, parce que 25 ans, c'est quand même pas mal. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? D'abord, un grand sentiment de gratitude pour tout ce travail, pour toutes ces plus de 20 années, effectivement, au service de mon pays. Un grand sentiment de reconnaissance, un sentiment d'avoir été privilégié, d'avoir été un témoin privilégié de cette époque, d'avoir essayé aussi de peser sur les décisions, et donc aussi un sentiment de responsabilité. Je pense que quand on est élu, quand on est désigné par la population pour porter des espoirs, pour porter des projets, il faut être habité par cette responsabilité, et c'est aussi ce sentiment-là, je pense, qui doit irriguer, je dirais, le travail de chacun des élus, et en tout cas, c'est ce qui m'a porté aussi, c'est d'être conscient de la responsabilité que je portais à travers cette élection. Voilà, responsabilité par rapport aux électeurs. Alors, Aline Walsdorf, vous êtes là en studio en train de collecter les questions qu'ont les internautes et les spectateurs. Est-ce qu'il y a une question par rapport justement à ce bilan ? Oui, c'est Denis qui souhaite savoir ce que concrètement vous avez mis en place pour les citoyens, pour leur bien-être durant votre carrière politique. Donc quelque chose de très concret, de très utile, quelque chose, un élément que vous retiendriez. Mais par exemple, j'ai été celui qui, le premier, a demandé une commission d'enquête sur les attentats terroristes ici du 22 mars. Je suivais cette question depuis très longtemps. Dès les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, j'ai demandé cette commission d'enquête. Finalement, elle a été mise en place seulement au lendemain du 22 mars. Et j'ai travaillé d'arrache-pied, par exemple pour les victimes de ces attentats terroristes, pour qu'on connaisse la vérité, pour qu'on règle les dysfonctionnements de notre système de sécurité, nos services de renseignement, nos services de justice et de police. Voilà un travail que j'ai mené. Et puis j'ai eu aussi tout un regard important, évidemment, sur la place de la Belgique dans le monde. À travers ma première vie avec Médecins sans frontières, j'avais vu les détresses, j'avais vu les catastrophes, j'avais vu les guerres, et j'avais vu aussi à quel point il était important d'essayer de prévenir ces catastrophes, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de détresse, et quel pouvait être le rôle d'un petit pays comme la Belgique, mais un pays central en Europe et dans le monde, un pays qui avait une bonne image, une bonne carte de visite, et qui pouvait donc influencer sur l'avenir du monde et sur l'avenir, effectivement, d'une série de populations en détresse. Un regret par rapport à cette carrière ? Non. Aucun. Je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret personnel. Je pense par contre qu'il y a des inquiétudes. Oui, il y a le fait que l'énergie qu'on peut dépenser en politique, on peut mettre effectivement dans des initiatives, dans des projets, eh bien, parfois il est très compliqué d'avoir des résultats. Oui, ça c'est vrai. C'est très lent. C'est lent, et puis il y a beaucoup d'obstacles, et puis le monde politique passe son temps parfois en querelles inutiles, sans bien voir quel est le cap qu'il faut prendre. En fait, beaucoup de politiques vous disent en coulisses, oui, vous avez raison, mais c'est pas le moment de le faire, ou on n'a pas suffisamment l'audace d'aller plus loin. Et donc oui, c'est vrai, je pense qu'un des grands enjeux de l'action politique aujourd'hui, c'est son problème d'efficacité. C'est ce qui fait penser à certains que finalement la démocratie pourrait être moins efficace que l'autoritarisme, que le populisme. Et je pense qu'il y a là une grande responsabilité des démocrates à faire en sorte que la démocratie fonctionne mieux, soit plus efficace et réponde plus rapidement aux grands enjeux, aux grandes questions. On peut penser à la question du climat, bien évidemment, mais aussi aux finances publiques, mais aussi à la question des inégalités. Il y a toute une série d'enjeux comme cela sur lesquels beaucoup de démocrates sont d'accord ensemble. Quand on voit à la Chambre
Chambre, beaucoup de projets sont votés avec une très large majorité, mais où on n'avance pas assez vite, pas de manière assez audacieuse, et où je pense qu'on traîne inutilement, et cela crée de la détresse, et puis cela crée de l'incompréhension, et puis ça crée effectivement du populisme. Oui. Quand vous avez donné une interview au soir pour annoncer votre départ cette semaine, vous parliez d'une société qui s'est brutalisée. Oui, c'est vrai. Quand je suis rentré en politique, le combat politique n'était pas forcément beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Hein. Ça pouvait être assez costaud. Mais c'est vrai que globalement, il y avait un consensus sur un certain savoir-vivre, sur une société qui avait l'habitude du débat, de la délibération, de l'écoute, du compromis, hein, à la belge, hein, c'est une fameuse expression politique. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on est beaucoup plus dans l'insulte, le slogan, la violence, la disqualification de l'autre. Et ça, c'est un grand danger pour notre démocratie, c'est un grand danger pour le pays, c'est un grand danger qu'on voit ailleurs. Alors on va évidemment évoquer les réseaux sociaux et ils ont une responsabilité très importante, mais je pense que le monde politique lui-même peut essayer de corriger cela, d'améliorer cela et de faire en sorte qu'effectivement on continue à avoir cette délibération et cette capacité à construire ensemble un avenir qui soit meilleur. Alors, l'avenir, il va se dessiner avec les prochaines élections. Hier, les engagés, donc votre parti, a présenté sa tête de liste à la Chambre, ou plutôt le duo qui va tirer la liste à la Chambre. Je vous propose de regarder ce reportage de Michel Gaillard. Accueillie avec une tenue aux couleurs de sa nouvelle équipe, Elisabeth de Gries passe du vert des mutualités chrétiennes au turquoise des engagés. Candidate à la Chambre, elle liste ses priorités. Les questions de justice sociale liées entre autres aux enjeux climatiques, liées aussi aux enjeux fiscaux, les questions en matière de santé publique. On a bien vu avec la crise du Covid qu'on n'avait pas de politique de santé publique suffisamment ancrée, suffisamment préventive. Et donc c'est vraiment pour moi un élément important. Isabelle de Gries connaît la politique et ses rapports de force. Comme femme de dossier et manager, elle se dit prête et à sa place. Je pense que c'est sain que le personnel politique se renouvelle. Et aujourd'hui, je viens avec mon expertise, ma connaissance du terrain. C'est ça qui est vraiment important. Derrière elle, Pierre Compagnie, l'ancien bourgmestre de Gansoren et député bruxellois. Un ticket pour une mission périlleuse. Le parti est en recul dans la capitale. Il n'a obtenu qu'un seul siège dans l'arrondissement la dernière fois. Voilà, alors en 2019, vous étiez tête de liste, hein, vous aviez eu plus de 8000 voix. Est-ce que c'est votre décision de quitter, de ne pas vous représenter qui a fait que quelqu'un d'autre est tête de liste, ou c'est en sachant que c'était quelqu'un d'autre tête de liste que vous avez dit finalement c'est l'heure de tourner la page ? Ça s'est passé différemment. C'est une conversation que j'ai eue depuis longtemps avec Maxime Prévost, où j'avais énormément d'hésitation. Il le savait. J'avais dit la dernière fois que je ne me présentais plus. Alors, en même temps, j'aime beaucoup mon métier, je dois l'avouer. Je suis engagé sur toute une série de dossiers qui, évidemment, sont toujours ouverts, hein, et surtout à l'international. On voit la crise dans le Nagorno-Karabakh. J'y ai été plusieurs fois. On voit également la guerre en Ukraine. On voit également d'autres dossiers qui concernent plus directement les citoyens belges, hein, comme la question du manque de médecins, par exemple, en Belgique. Donc, il y a une série de dossiers comme ceux-là qui sont ouverts. Et donc, oui, j'étais hésitant, mais il savait qu'en réalité, je souhaitais quitter la politique et que je n'avais pas envie de faire le mandat de trop. Et que de toute façon, je ne serais pas allé au bout de ce nouveau mandat. Et donc, voilà, moi, je me réjouis de l'arrivée d'Elisabeth de Gries. Je la connais un peu, à l'époque où elle était au cabinet de Joël Milquet. Je pense que c'est une femme compétente, certainement, avec une grande expérience sociale et politique. Et donc, je me réjouis effectivement que la relève soit assurée. Elle, c'est un nouveau visage. Pierre Compagnie, lui, il est là depuis un moment. C'est une autre génération, 75 ans. C'est un choix qui vous étonne ? Non, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait effectivement ce ticket. Je pense qu'on n'est jamais seul en politique et qu'on puisse effectivement aller ensemble au combat et qu'il y ait une équipe, et ça me paraît très bien. Ouais, cette législature, il n'y avait plus qu'un siège pour la circonscription de Bruxelles. Ici, on en ambitionne 2. Le retour à 2, ça vous semble jouable vu les sondages ? Et, les sondages sont, d'après ce que j'ai vu ce matin, plutôt pas mal pour les engagés. Donc je m'en réjouis et pourquoi pas. Ouais. Une question de tendance aussi sur le long terme. Hein. Oui, c'est mais pas bon, le dernier voilà, sondage. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un manifeste qui me paraît solide aujourd'hui et intéressant. Il y a effectivement la volonté d'avoir clarifié une série d'enjeux et ces enjeux ont été plutôt clarifiés dans un sens qui me convient, qui
qui m'intéressent. Et voilà, il faut les mettre en œuvre maintenant. Il faut mettre en œuvre ce manifeste. Alors, on va retrouver Aline Walsdorf qui a justement des questions des spectateurs sur la ligne du parti. En effet, c'est Youssef et Nicolas qui s'interrogent. Pour eux, la place des engagés dans l'échiquier politique n'est plus aussi précise. Êtes-vous de centre droit, néolibéraux, populistes? Ils souhaitent savoir où vous vous positionnez concrètement. Alors, moi, j'ai toujours eu du mal avec la gauche et la droite. Je dois avouer que de temps en temps, on m'a mis au centre droit, de temps en temps, on m'a mis à gauche. Je reste un humaniste. Alors, je sais qu'on aime bien mettre les gens sur les différents partis politiques sur cette ligne. Moi, je me sens finalement profondément centriste, c'est-à-dire que je suis à la fois attentif aux enjeux de solidarité, de pauvreté, de détresse humaine. Je pense qu'un des grands rôles de notre parti, c'est justement d'avoir une société humaniste, universaliste, fraternelle, disons. Et donc, oui, ça, c'est notre rôle. C'est le rôle d'un parti qui prône la raison, la science, la nuance. Ce sont toutes des valeurs qui n'ont pas l'air peut-être d'appartenir au champ politique, mais pour moi, elles sont fondamentales quand on le voit aujourd'hui. La recherche des faits, la recherche de la vérité, la recherche du consensus, du bien commun. Voilà, ce sont tous ces éléments-là. L'idée de ne pas opposer les populations les uns aux autres. Il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a à construire ensemble une société dans laquelle chacun des talents sera valorisé. Ça, en tout cas, ça a été mon fil guide, mon fil rouge pendant tout mon combat politique. Et j'ai eu l'impression que le parti dans lequel je m'étais engagé avait plutôt ces valeurs-là. Alors, ce parti, il a beaucoup évolué en 25 ans. Vous êtes rentré au PSC, donc Parti social-chrétien. C'était une aspiration, parce qu'à l'époque, c'était alors, j'avais beaucoup catholique. Voilà, je trouvais que Philippe Mestat et Joël Milquet étaient un duo qui portait des valeurs. Joël Milquet qui était président du parti à l'époque. Président du parti. Philippe Mestat était président, elle était vice-présidente. Et puis j'avais une conversation avec Philippe Mestat et je lui avais dit qu'effectivement, mêler religion et politique, c'était c'était pas trop ma tasse de thé, même si moi, je dirais, j'avais un patrimoine qui était plutôt chrétien à l'origine. Et il m'avait dit, ne vous en faites pas, on va changer de nom et effectivement, on va laisser la religion en dehors du politique et ça me convenait très bien et je pense que ça reste un grand enjeu aujourd'hui. Oui, c'est devenu ensuite le CDH et puis ça a encore évolué vers les engagés. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont changé au fil du temps et où vous dites maintenant il y a des aspects qui me chipotent un peu plus? Non, vous savez, les difficultés qu'on peut connaître à l'intérieur d'un parti comme le mien sur des questions, par exemple, qui ont trait à la neutralité de l'État, à la laïcité, à des enjeux de société, à la fragmentation de la société, à cette société qui se radicalise, qui se divise, qui n'arrive plus à s'écouter avec ces nouveaux mouvements identitaires. On les connaissait à l'extrême droite, mais maintenant à l'extrême gauche. Ce sont des enjeux qui traversent toute la société. Les difficultés que moi j'ai pu parfois connaître et rencontrer à l'intérieur de mon parti sont des difficultés qu'on rencontre dans tous les partis aujourd'hui. Et donc c'est un enjeu qui dépasse bien l'ensemble des partis et qui mérite effectivement une réponse sociétale qui soit à la hauteur d'abord de cet enjeu. Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans une ville qui est aussi riche de sa diversité, mais qui doit aussi être riche d'un projet commun, d'une citoyenneté commune, d'un engagement commun, d'une feuille de route commune. On n'a pas assez insisté là-dessus. C'est ça l'enjeu politique majeur pour Mais sur demain. l'enjeu, les gens sont d'accord. La question, c'est comment est-ce qu'on y arrive? Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord sur cet enjeu. Certains se replient sur eux-mêmes, certains se renferment sur eux-mêmes, et chacun vit dans son territoire. Et aujourd'hui, on assiste souvent à la volonté de gagner des territoires, mais peut-être pas assez de partager des valeurs communes. Et donc, non, ça reste vraiment un enjeu fondamental pour l'avenir. Ce combat universaliste, il est en train de régresser. Il n'est pas de moins en moins partagé, je sens, moi en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Et c'est ça, un des grands enjeux pour demain, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que, quel que soit finalement qui on est, comment est-ce qu'effectivement on va pouvoir, chacun d'entre nous, partager un projet pour que chacun puisse mener une vie décente. Ça, c'est le grand enjeu pour demain. Alors, on va retrouver de nouveau Aline Walsdorf qui va nous faire part de questions, une question qui revient quasiment chaque semaine quand on reçoit des élus et donc ça vaut la peine d'y revenir. Aline.
C'est Lucine qui s'intéresse à votre salaire. Selon lui, c'est le cas de tout le monde car il s'agit d'argent public. Il souhaite savoir quel en est le montant. Et ensuite, il se demande si c'est possible de faire une aussi longue carrière politique sans appartenir à une loge. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? On avait reçu Rachid Madrad il y a quelque temps qui disait « Moi, je reçois un salaire qui est celui qui est fixé par la loi ». Quand on lui posait la question « Est-ce qu'il faut revoir le salaire à la baisse des élus ?» Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces questions-là? Salaire et la loge. Alors, d'abord sur la loge, moi je n'appartiens à aucune confrérie, aucune loge, de quelque obédience que ce soit. Je suis un être libre et je suis très heureux de cette liberté. Par rapport à mon salaire, si je retire ce que je dois donner à mon parti, ce que je dois donner à ma section locale, etc., j'ai un salaire d'à peu près 5 000 € net par mois. Je considère que ce salaire n'est absolument pas indécent. Quand je vois, je suis médecin spécialisé, quand je vois mes collègues de ma génération, je pense qu'en général, ils s'en sortent tous beaucoup mieux que moi. Je pense que la vraie question, c'est d'abord, quelle est l'efficacité de chacun des responsables politiques? Quel est son bilan? À quoi il travaille? Comment il a changé le monde? Comment il a amélioré le... Et ça, c'est une question qui est insuffisamment posée aux politiques. C'est une vraie question centrale. Et la deuxième question, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde en politique. On le sait, en Belgique, on parle beaucoup des cabinets ministériels. Et c'est vrai qu'en région bruxelloise, aujourd'hui, il y a autant de cabinets ministériels que pour l'ensemble des cabinets ministériels en France. Vous imaginez, en France, il y a à peu près 400 cabinets ministériels du gouvernement d'Elisabeth Borne. Et ici, à Bruxelles, le gouvernement de M. Vervoort a autant de cabinets. On n'a pas besoin de tous ces gens-là. Tous les parlements qu'il y a en Belgique, le nombre de parlementaires sur Bruxelles, le nombre d'institutions paratatiques. Là, il y a vraiment un problème. Et il y a un double problème. D'abord, c'est que ça finit par coûter cher. Et puis, c'est que c'est très peu efficace. Hein. On l'a vu sur tout le problème de la gare du Midi. Tout le monde était compétent, mais personne n'était responsable. Il y a un vrai devoir de responsabilité par rapport à des enjeux comme ceux-là, comme la sécurité ici à Bruxelles. Et donc, la question, c'est à la fois, effectivement, l'efficience. Hein. Ouais. On reçoit un salaire, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on travaille? Et c'est aussi, effectivement, la pléthore de personnel et la complexité des institutions et l'efficacité, effectivement, de ces institutions. Sur le montant de ce salaire, qui n'est pas nécessairement le salaire d'un ouvrier, est-ce que l'argument qui est souvent dit, c'est ça vous déconnecte de la réalité de ce public-là? Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je ne crois pas. D'abord, j'ai vécu pendant une bonne partie de ma vie avec un salaire très, très faible. Hein. J'étais un humanitaire, j'étais un volontaire. Et puis, je consacre aussi une bonne partie de mon salaire à aller aussi, je continue à aller sur des terrains de guerre. Hein. J'étais dans le nord de la Syrie, j'étais en Ukraine, je le fais souvent à mes frais. Donc je ne me suis pas mis d'argent de côté, pour dire les choses autrement. Mais je pense encore une fois que derrière cette question-là, que se posent souvent les gens, il y a la question, c'est à quoi sert-il? Et je pense que c'est cette question-là qu'il faut... dont vous parliez. C'est ça qu'il faut poser comme question fondamentale. Voilà, c'est la question centrale. Alors, à propos de bilan, justement, vous parliez en tout début d'émission des attentats de Bruxelles. Le procès qui a tant été attendu, le procès d'assises, vient de se terminer. Le dernier jour, les victimes, en fait, sont venues avec des t-shirts. C'était une action symbolique. Je vous propose d'écouter Jamila Hadda, qui est responsable de l'association Live for Brussels. C'est une action que l'on a fait avec certaines victimes. Ce sont des victimes elles-mêmes qui ont demandé que l'on mène cette action le jour du verdict. Victimes jamais prises en charge. Et donc il y avait divers slogans comme ça que les victimes portaient. On pense aux enfants qui n'ont jamais été pris en charge, aux premiers intervenants qui n'ont jamais été réellement considérés, qui n'ont pas obtenu de reconnaissance. On pense aux victimes qui n'ont jamais été informées de leurs droits, qui n'ont jamais été indemnisées, etc. Beaucoup de victimes, vous l'avez entendu durant le procès, disaient mais il manque un accusé dans les box, c'est l'État belge. L'État qui aurait dû comparaître, c'est quand même très fort ça. L'État, vous, comme élu, vous y êtes lié. Comment vous le comprenez? Alors, la responsable de l'association Live for Brussels dit quelque chose de très vrai. C'est qu'il y a une responsabilité, il y a eu une responsabilité judiciaire. Je dirais, on a la vérité judiciaire à travers ce procès. Il y a des inculpés, ils ont été punis. Mais il y a une responsabilité de l'État aussi qui n'a pas su protéger. Alors, on a fait une commission d'enquête à la Chambre. Hein, j'en parlais tout à l'heure. C'était très important. Je pense qu'une série de responsabilités ont été établies, une série de dysfonctionnements ont été établis, mais il y a une grande part de la vérité qui n'a toujours pas été dite, il y a une grande part des responsabilités qui n'ont toujours pas été pointées. Vous savez, j'ai écrit un livre sur justement le responsable de ces attentats, hein, celui qui a dirigé les attentats. Il a été condamné ici pour avoir dirigé les attentats de Bruxelles, mais il a été aussi condamné à Paris pour avoir dirigé celui de Paris, Oussama Attar. Qui n'était pas présent. Qui n'était pas présent puisqu'il est probablement mort, mais on n'en sait rien. Mais
Mais qui connaît Oussama Attar en Belgique? Vous savez, il a habité à 500 mètres d'ici, à Laken. Qui a suivi effectivement les raisons pour lesquelles il s'est radicalisé? Comment est-ce qu'il est passé en dessous des radars? Comment est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on a tant fait pour le faire libérer alors qu'il avait été condamné à perpétuité en Irak par les autorités irakiennes et américaines? Pourquoi est-ce que quand il est revenu ici en Belgique, on l'a laissé en liberté alors qu'il était inculpé pour terrorisme? Comment est-ce qu'il a réussi à repartir en Syrie? Il est devenu le numéro 2 de l'État islamique, le plus haut gradé européen dans l'État islamique, et à partir de là, il a organisé et dirigé les attentats de Paris et Bruxelles. Ces questions-là, on n'a toujours pas de réponse à ces questions. On a passé enquêter dessus? On n'a pas voulu, c'est-à-dire qu'il y a eu une série d'éléments, ils ont été mis sous le tapis. Vous savez, entre la première version, le premier draft de notre rapport de commission d'enquête, où son nom était cité plusieurs fois, et la dernière version où son nom avait été effacé, c'est intéressant de voir qu'effectivement, on a mis une série de choses sous le tapis. Donc, je pense qu'effectivement, Jamila a raison de dire qu'effectivement, il y a encore du travail à faire pour l'établissement de la vérité politique, sur nos responsabilités, sur ce que nous n'avons pas pu faire pour protéger les victimes, et surtout sur ce que nous n'avons pas pu faire pour aujourd'hui les aider. Oui, parce que là, elle est très dure. Elle dit, on ne nous a pas informé de nos droits, on n'a pas recensé toutes les victimes, il y a toujours cette question de l'indemnisation qui est là, on demandait un fonds pour nous aider, et finalement... Tout à fait. J'avais déposé une proposition de loi que j'avais travaillée notamment avec les associations de victimes et leurs avocats, qui répondait aux recommandations de la commission Attentat. C'était une recommandation cardinale de la commission Attentat, c'était de créer un fonds public pour ces victimes, parce qu'elles avaient été confrontées à des assurances qui... ça avait été un cauchemar, elles l'ont dit pendant le procès. Hein. Ces assurances les avaient accusées de n'être pas vraiment des victimes ou d'exagérer leurs problèmes. Ça avait été vraiment un dédale et un cauchemar pour elles, et finalement elles avaient été parfois très, très maigrement indemnisées. Et la commission Attentat avait dit il faut créer un fonds public comme en France, comme ailleurs. Eh bien, on n'a toujours pas créé ce fonds. C'est un choix de ne pas le faire. Hein, C'est un choix. C'est un choix de laisser les assurances continuer à faire ce travail-là, et je trouve ça tout à fait... Je n'ai pas d'autre mot que scandaleux, parce que c'est la parole du Parlement qu'on renie, c'est la parole du gouvernement, c'est dans l'accord de gouvernement qui est renié, et c'est surtout le cri des victimes qui n'est pas entendu. Alors rapidement, ce projet de loi sur l'indemnisation des victimes de potentiels futurs attentats est renvoyé maintenant au Conseil d'État suite à une série d'amendements qui ont été déposés, dont un qui vient de votre part. Ça veut dire que pour la fin de la législature, finalement, on n'aura pas le temps de décider de ce projet de loi? Ce que moi j'essaye, c'est véritablement que le gouvernement revoie sa copie coûte que coûte. C'est très important, parce que de toute façon, le projet de loi qui est proposé par le gouvernement, qui donc continue à passer par les assurances, ne vaudra que pour les futures victimes. Donc moi je demande deux choses, c'est que cela vaille pour les victimes actuelles et qu'on crée ce fonds public. Et donc oui, je me bats jusqu'au bout pour faire en sorte qu'enfin on entende ce cri des victimes. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à Aline pour les questions des spectateurs. Prochain rendez-vous d'information politique, c'est dans Les Experts ce samedi, où Jean-Jacques Deleu recevra Matteo Segers et Fadila Lahanan. Bon week-end à tous.